Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur cette émission en direct de la ville de Bukavu. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Ce soir, nous allons évoquer encore une fois les violences des Minembwe et comment donc il faut mettre fin à ces violences, à ce cycle infernal de violences. Comment les populations vivent sur les terrains. Nous recevons sur ces plateaux des acteurs sociaux, des jeunes, un jeune effectivement de Minembwe. À ma gauche, je suis avec le pasteur Nicolas Kianwaïloa. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur Honor. Laissez-moi saluer toute la communauté de la Prunelle qui nous suit en ligne et tous ceux qui suivront la vidéo. Merci. Je suis aussi, et je veux effectivement rappeler à nos téléspectateurs que le pasteur Nicolas Kianwaïloa est un acteur de la société civile. Il est coordonnateur provincial de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement, DICODE. Je suis aussi avec Justin Bititi Ougira. Vous l'avez certainement vu sur vos écrans. Bonjour Justin, bienvenue. Bonjour. Bien. Justin, lui, c'est un jeune des Minembwe. À tout moment, il se pose des questions. Pourquoi on ne parle pas de cette question? Pourquoi on ne veut pas toucher toutes ces questions pour alerter le monde sur ce qui se passe? Eh bien, ce soir, Justin, nous allons parler des violences à Minembwe et peut-être en quelques minutes essayer de savoir comment l'État ou les autres acteurs peuvent-ils contribuer à mettre fin à ces violences. Bien, si bien vous le permettez, pasteur Nicolas, vous le savez, les combats ont repris dans la région des Minembwe il y a quelques jours. Bien des combats qui sont devenus presque quotidiens depuis plusieurs années déjà, plusieurs années. On a annoncé, l'armée a d'ailleurs annoncé dernièrement que la coalition qu'elle appelle, ce qu'elle qualifie de la coalition Makanika Android Triwaneo ou encore les Ngumino ont en tout cas été à moins d'1 kilomètre de Minembwe centre, c'est-à-dire Madégou, si je ne me trompe pas, et qu'ils ont été repoussés désormais à plusieurs kilomètres de là. Par ailleurs, bien avant ces temps, il y a eu un incident qui a vu la vie d'au moins 5 personnes être arrachées. Et ça a été mis, bien évidemment, au compte soit des FARDC. C'est-à-dire il y a des accusations, des contre-accusations. Et ce soir, on veut se demander comment il faut parvenir à arrêter, par exemple, de compter des morts, de compter des dizaines de déplacés. Pasteur Nicolas, vous allez ouvrir le bal. Merci pour la question, et je crois que c'est un sujet qui vaut la peine d'être discuté d'une manière objective. La première des choses qu'il faut dire, c'est que ce conflit a trop duré. Et nous déplorons des pertes des vies humaines passées, présentes, et peut-être celles qui vont venir. Ce conflit a trop duré et c'est une conséquence d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise approche à tous les niveaux. Il faut le reconnaître, au niveau politique et au niveau social. Il y a eu des échecs, il y a eu de mauvais pas et faux pas qui malheureusement ont résulté à la situation plus ou moins chaotique actuelle. C'est une situation qui, peut-être dès les débuts, si elle avait été gérée d'une manière efficace, ne nous aurait pas conduit à ces méhem, cette sorte de Capharnaüm qui est actuel. On a eu le conflit à Minembwe. Différentes versions parlent de différentes causes, parce qu'en fait, au début, il faut comprendre les causes. Et déjà là, les gens ne sont pas d'accord sur les différentes causes, ni les acteurs. Parce que à un moment, on identifie cela comme des conflits communautaires. À un moment, on parle plutôt d'un certain nombre de bandits qui portent la peau, ou qui du moins maquillent le conflit avec des tendances communautaires. Ce sont simplement des bandits qui sont en train de faire une sorte de mafia. Et à un autre moment, évidemment, on parle d'une sorte de conflit régional avec des intérêts de certaines puissances du pays de la sous-région. Et donc du moment où les causes sont difficiles à décerner, ou du moins on ne s'accorde pas sur les causes de ces conflits, on ne s'accorde pas sur les acteurs de ces conflits, eh bien, on aura toujours des problèmes en termes de comment on cerne ces problèmes et comment on le résout. Je dois aussi dire qu'en tant qu'acteur social, on sent de moins en moins une volonté de toutes les parties de voir ce problème se résoudre. On a l'impression que chacun veut jouer au triomphalisme, toutes les parties sont armées, toutes les parties
semblent avoir des tendances, toutes les parties semblent accuser tous les autres intervenants dans ce conflit qui ne sont pas neutres. Et donc on a du mal à trouver des acteurs neutres qui puissent aider je peux me rappeler, à résoudre ce problème. Je peux me rappeler le ministre de l'Intérieur, Lobadi Loasingambo, en conférence de presse, disait de toutes les façons, il n'y a pas d'unanimité sur la question des Minembwe. Et je comprends quand vous dites... Minembwe Madeko Centre, on appelle communément Malango. Actuellement, chez moi, il y a un camp des FRDC, mais la population n'y piétine plus. C'est déjà 2 ans et demi. Personne ne peut pas oser s'y rendre. C'est non loin des quartiers Kijombo. Kijombo, c'est en majorité village des Bafulero. Et Kisanya, ce sont des villages des Bembe. Alors, comprenez que la situation que je peux décrire, l'information que je peux donner sur le coin, c'est certainement authentique. Je disais que c'est inacceptable. Chez moi, nous étions bergers, éleveurs. On sait que les chez moi, éleveurs. Mais je vous l'ai dit comme moi, Justin, et ma famille. Chez nous, on compte plus de entre 180 vaches. Nous n'avons pas même une poule aujourd'hui. C'est porté par les maï-maï. Mais pour ne pas se perdre dans la douleur et dans l'horreur qu'on a vécue, nous pensons que, comme vous l'avez déjà introduit, nous pensons que il est bon moment de refaire et refaire mieux. Parce que tout le monde a failli. C'est lui qui était censé faire son devoir. Vous parlez de l'État. L'État. L'État a failli. Alors, comme l'État a failli, est-ce que la question que moi je me pose, est-ce qu'il faut laisser les choses à l'État, telles qu'elles sont? Donc à l'état actuel. Donc, au lieu de trouver la solution, on laisse les choses telles qu'elles sont. Ok. Nous allons revenir sur ça, mais la question c'est en vous écoutant peindre une situation par exemple de vol de vaches, on a l'impression que vous faites allusion à une guerre plutôt comme les Banyamulenge le disent, d'extermination d'une communauté en voulant le priver même des droits de ses revenus économiques. C'est ce que vous voulez nous dire? Ouais, c'est ça. Je vais en arriver. Ok. Mais quand on dit vol, vol, ce n'est pas le vol, comme vous le dites. Si quelqu'un vous attaque avec l'arme à feu, en masse, au grand soleil, il est encore voleur. Et il profère des discours de la haine contre vous. Chez moi, nous avons été attaqués. Nous avions été attaqués chez moi. Mais les villages voisins n'ont pas été attaqués. Vous voyez? Alors, donc un seul village, les alentours. Disons Ilumba. Ilumba est attaqué. Moni est attaqué. Kaseke est attaqué. Biziba, 3 Biziba attaqués. Utigita attaqué. Macha attaqué. Kivumu attaqué. Ce sont des villages linéaires sur 3-4 collines. Tous attaqués. Mais derrière le montagne, derrière les 3 montagnes, les villes, les villages qui sont là, appartiennent généralement et totalement bafoués. Ils n'ont pas été attaqués. Alors, vous direz qu'ils sont des bandits? Non. Ils sont des agresseurs. Et là, ils n'ont pas été offensés. S'ils seraient au moins offensés, et leur village serait aussi incendié. Mais
ce n'est pas le cas. Les villages sont là, les habitants sont là, mais nous ne sommes pas là. Ok, juste parce qu'en fait, nous n'allons pas accuser tout le monde, ils ne sont pas là. Peut-être avant de redonner la parole au master Nicolas. Mais parlons des causes. Comment on peut juste se réveiller le matin, commencer à incendier les villages? Est-ce que ça se comprend? Est-ce que les gens sont aussi fous pour venir le matin et commencer à incendier, à raser les vaches? C'est ça les termes qu'on utilise aujourd'hui. À emporter des milliers de vaches. Parfois, comment on en arrive là? Je pense que c'est une situation qui ne commence pas aujourd'hui. C'est depuis longtemps qu'il y a eu des méfiances entre communautés. Mais quand il y a méfiance entre les communautés, il y a les instances publiques qui sont là, qui ont l'obligation de surseoir le problème et de résoudre définitivement. Mais comme il y a absence de l'autorité publique, vous voyez, et il y a la méfiance, c'est tout le monde qui va s'en charger de la situation. Vous voyez, il y a des gens qui sont motivés par leurs propres intérêts. S'il y a l'absence de l'État, ils vont en profiter. On sait par exemple que les grosses armées peuvent se nourrir de ces vaches pour prospérer dans la région, c'est normal. Mais entre-temps, je vais peut-être poser une question, je ne sais pas si tu es capable de répondre. Pourquoi, du côté, par exemple, des jeunes de Banyamulenge, on ne semble pas effectivement dénoncer le fait qu'à Vonsin également, il existe des gens qui ont construit des groupes armés et qui, en principe, ne devraient pas avoir des armes? Je vais tenter de répondre. Mais vous-même, vous m'avez posé la même question que vous. Vous ne savez pas que je peux en trouver une réponse. Mais aujourd'hui, c'est la jeunesse sur toute l'étendue du pays, presque. On se défend, on s'auto-prend en charge. Nous, jeunes Banyamulenge, par exemple, il y en a qui sont dans les villages, qui résistent toujours. Et je pense qu'il serait difficile de déposer les armes tant que les menaces continuent à peser. Continuent à peser. Donc vous dites ces jeunes prennent des armes pour survivre, pour se protéger. Surtout ça. C'est seulement ça. Si on a une personne qui va s'en occuper, donc les jeunes seront là, en train de faire la vie. Est-ce que vous pensez que c'est facile de s'exposer? Il y a un tireur devant vous et vous vous exposez. Ce n'est pas normal. Donc, ça dépassait les entendements, ça dépassait la vie normale. Et ce sont les jeunes qui sont là, qui n'ont pas où aller, qui n'ont pas quoi faire. Alors, ils décident de se protéger. Ils décident aussi de protéger leurs biens et le village. Et je pense que si vraiment l'État prenne ses responsabilités, les jeunes ne faut plus rester là. Ça c'est l'autre côté. Nous allons revenir, Justin. Pasteur Nicolas Kerangalila, vous avez bien suivi ces témoignages de Justin qui venait effectivement récemment d'ailleurs des Minembwe, et il m'a raconté avant cette émission comment sa voisine a été assassinée, a été tuée dans ces mêmes conflits entre communautés. D'ailleurs, récemment, les FARDC, parce qu'ils parlaient des jeunes qui se défendent sur le terrain, ont affirmé avoir neutralisé au moins 15 combattants de la coalition qu'on appelle la coalition Makanika, Android, Ngumino, Twirwanero. Et il disait effectivement avoir perdu au moins 5 éléments. Alors vous comprenez cette violence dans la région. Est-ce que
est-ce que vous comprenez la justification de la partie Banyamulenge qui pense par exemple qu'elle doit se défendre face à des menaces qui déciment des familles, qui déciment tout leur, je veux dire, toute leur économie. Merci. Je crois que c'est la même narrative des deux côtés. J'ai eu la chance de visiter le coin. Bien évidemment, je rappelle. Et de discuter avec les 3 à 4 communautés qu'il y a là-bas. Et c'est la même narrative. C'est que du côté ils disent on se défend, du côté de Bafouné, ils disent on se défend, du côté de Gabin, on se défend, du côté de Bagné, on se défend. À la fin, bon, vous posez la question de savoir qui se défend contre qui, puisque tout le monde prétend que nous avons des armes pour nous défendre. Et c'est une narrative qui sont des récits qui justifient les actions qui sont là et la situation, il faut le dire, la situation des FARDC, mais aussi de la MONUSCO qui est là-bas devient une situation très compliquée. Extrêmement compliquée. Puisque si vous faites une attaque contre un tel groupe, ils disent vous êtes du côté de l'autre. Voilà. Si vous faites une attaque contre tel groupe, ils disent vous êtes du côté de l'autre. Et malheureusement, quand ils s'attaquent entre eux, c'est les FARDC, c'est la MONUSCO qui se retrouvent dans leur ligne de mire. Et donc, c'est parmi les choses sur lesquelles il faut déjà commencer à travailler, c'est-à-dire changer ce narratif. Mais pour changer ce narratif, il faut trouver un point commun. Et ce point commun, il devient de plus en plus compliqué et difficile à le trouver, parce que certaines interventions qui ont été faites dans le milieu n'ont pas porté les fruits qu'elles devaient porter, n'ont pas peut-être creusé les problèmes comme ils se les devaient. Mais aussi, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans l'introduction, il faut aussi compter sur un certain nombre d'influences régionales. Et donc, cerner, identifier les parties prenantes devient un problème. Si vous parlez à différents groupes, est-ce qu'ils reçoivent des appuis extérieurs? Ils vous diront non. Non. Tout le monde dit non. Alors, vous leur posez la question. Et curieusement, tout le monde s'accorde, tout le monde rejette la faute et dit c'est vous qui êtes soutenu par les Red Tabara par exemple. Les FARDC disent que c'est une coalition soutenue par les Red Tabara, les Maïmas disent la même chose, et les autres groupes disent que ce sont les FARDC qui sont soutenus ou carrément les autres groupes d'autodéfense. Et enfin, personne ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Et la question que se pose, c'est comment est-ce qu'ils se procurent les munitions, comment est-ce qu'ils se procurent les armes, comment est-ce qu'ils se maintiennent dans cette situation sans appui extérieur. Et donc, ce problème devient un peu compliqué, et comme M. Petit l'a dit, il y a réellement des vies humaines qui se perdent. Il y a des personnes qui meurent, et des enfants qui ne vont pas à l'école et dont leur futur est remis en jeu. Et toute la région, pratiquement, ou du moins ces secteurs, revient des années en arrière en termes de développement. Et donc, à un moment, il faut accepter que, évidemment, il y a cette faiblesse de l'État. Il y a le fait que l'Est de la République démocratique du Congo a maintenant plus de 30 ans sous instabilité, une circulation des armes légères, des frontières poreuses, de systèmes mafieux de gestion de minerais qui alimentent ces conflits et augmentent sa capacité de perdurer. Et il faut prendre tout ça dans un sens. Donc il ne faut pas singulariser les problèmes, il faut le prendre dans toute sa complexité. Et malheureusement, c'est ça l'approche que personne on ne prend pas le problème dans toute sa complexité pour se dire comment est-ce qu'on construit dessus. Mais comme je l'ai dit, il y a de l'espoir. Il faut d'abord commencer par savoir est-ce qu'il y a de la volonté de part et d'autre pour faire la paix. Pour faire la paix et pour avancer. Est-ce qu'on veut avancer ensemble? Est-ce qu'on veut résoudre ce problème? Et cette paix, si elle n'est pas négociée d'abord, elle devrait être imposée. Et c'est là où on doit parler aussi de l'échec de l'État, parce que si vous parlez avec les autorités, vous n'avez pas un sens d'une compréhension du problème, voilà. Vous n'avez pas un sens d'un plan. C'est la question que j'étais en train de vous la poser. Est-ce qu'on connaît vraiment ce qui se passe à Minembwe? Je ne suis pas une autorité, donc ce serait compliqué pour moi de dire, mais l'impression que j'ai, c'est qu'on ne sait pas, on tâtonne. Je crois que maintenant, là, on a toute une armée de ce côté-là. On a un général qui est maintenant basé à Minembwe, et pourtant, ça fait 2 ans, ils n'ont pas réussi à neutraliser tous ces groupes armés.
C'est vrai que la réponse ne sera pas que militaire, parce qu'il faut aussi une réponse sociale, il faut aussi une réponse politique, mais n'empêche que l'État devrait être capable, un État responsable devrait être capable d'imposer la paix. Et malheureusement, on n'a pas, puisque il n'y a pas de plan objectif sur le plan provincial, sur le plan national, on ne sait pas. On donne des promesses, on ne sait pas exactement comment on évalue, où est-ce qu'on est, pourquoi on n'avance pas, qu'est-ce qui ne marche pas, et quels sont les boutons sur lesquels il faut toucher pour que cette paix soit imposée. Je dois aussi le dire que du côté de la société civile, il n'y a pas suffisamment d'initiatives porteuses de résultats et des fruits qui peuvent faire avancer les choses. J'irais même plus loin et dire que les dernières initiatives qu'on a vues avec la conférence de Kinshasa, je pense, à mon humble avis, qu'elle n'a fait qu'empirer les choses. Malheureusement. Il faut rappeler effectivement que ces violences armées, ces violences sanglantes, ne se limitent pas seulement dans la seule région des Minembwe. Il faut le dire, la région des Minembwe, c'est dans les hauts plateaux des Fizi, alors qu'effectivement, le problème est aussi dans les hauts et moyens plateaux d'Ouvira, de Fizi, ou encore d'Itombwe dans les territoires de Mwenga. Eh bien, c'est à chaque fois, effectivement, que ces problèmes se posent. Mais l'autre question, Justin, c'est est-ce que les morts se limitent seulement d'un côté? Parce qu'on a l'impression, effectivement, on se dit, mais aussi longtemps que c'est elle qui est morte, eh bien, ça ne me concerne pas. Mais est-ce que toutes les communautés ne sont pas touchées? Et ensuite, j'ai posé la question, comment les jeunes, comme vous, comme d'autres jeunes dans la région, peuvent-ils contribuer à ramener la paix sur place? C'est ça. Les morts, les victimes sont des côtés, disons, de toutes les communautés. Toutes les communautés, mais particulièrement chez la communauté Banyamulenge, on observe les enfants, les dames, les vieilles dames, différemment d'autres communautés, parce que les villages que j'ai cités bien avant sont éloignés des Minembwe et les combats se déroulent dans les périphéries des Minembwe, donc où il n'y a personne et les gens qui meurent à Minembwe, si l'autodéfense échoue, n'arrive pas à repousser les attaques, et les attaques pénètrent jusque dans les villages. Et là, la population va être massacrée. C'est comme ça que ça se passe. Et dans des villages voisins, bon, il n'y a pas des attaques. Je me souviens, l'attaque qui dure vraiment dernièrement, c'était l'attaque d'Ekipupu. Voilà. Et il a quand même suscité un intérêt sur le plan régional, on le sait, et on a utilisé des groupes d'autodéfense Banyamulenge dans la police et la salle. Voilà. À l'époque, je pense que c'est le seul village. Donc, des communautés voisines qui seraient attaquées par les Banyamulenge. Et donc, des forces d'autodéfense. C'est de la communauté. Parce qu'on ne peut pas quand même dire que c'est tous les Banyamulenge, la preuve que vous êtes là, vous n'êtes pas sur les combats. Qu'est-ce qu'il y avait dans le village? Probablement qu'il y avait des groupes armés qui attaquaient, et le village de leur repli c'était Kipupu. Je n'en sais pas trop, mais selon les dires. Donc ce qui concerne les morts de toutes les communautés, en tout cas, c'est très très différent. Vous vous en souvenez, dernièrement à Minembwe, il y a eu tuerie des femmes.
Et les dames qui manifestaient, ils ont été tués, Mais égorgés. il faut rappeler qu'avant, il y a eu des militaires FARDC assassinés. Bon, Avant que qui a cette décision assassiné n'arrive. les militaires? Bon, c'est cela, on Les va dames ont assassiné les militaires pour en revanche tuer les femmes? Non. Ok. C'était des vieilles dames. Est-ce qu'ils les réclamaient? Ils les réclamaient ouvertement, sans toutefois opposer leur force. Non. Réclamer la libération d'une femme que l'armée, enfant la et son justice mari. accuse d'être parmi les collaborateurs des bandits armés, des armes. Ouais. Ce sont des accusations. Mais je pense que, comme on dit autodéfense à Minembwe, c'est tout le monde à Minembwe. Je pense que tout le monde peut être incarcéré pour la même cause. Parce que c'est Minembwe qui est attaqué et c'est même Minembwe qui se défend. Ce qui étonne, comme mon ami pasteur l'a dit, à Minembwe, il y a un général avec plus de 1000 militaires. Mais comment, tous les jours, 2 fois la semaine, les villages sont attaqués, les vaches sont pillées à Minembwe, sans une moindre réaction. Pourquoi? Et quand les villages sont attaqués, la population est obligée de se défendre. Je pense que le mode opératoire des forces des armées de la République doit être revu. Ouais. Mais il faut dire aussi que Minembwe, ce n'est pas une région aussi facile. On le sait, c'est Compliqué. Par exemple, les groupes armés, les enfants nés du village, qui connaissent déjà la région, ce n'est pas facile de... Nés et résidents. Et résidents dans le village, c'est pas facile de les déloger dans des montagnes, voyez-vous. Dans des montagnes, c'est pas facile. Je pense qu'il faut pas penser déloger. Comme pasteur l'a dit, dire déloger, mais déloger pour l'amener où? Je pense qu'il faut initier d'autres approches pour vraiment sensibiliser le jeune à déposer les armes. À ton niveau, que peut être, très concrètement par exemple, pour dire qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que l'État peut faire très concrètement, ou d'autres acteurs? Voilà. Moi, de ma part, j'ai le droit de vivre chez moi, mon village natal, où tout mon sentiment s'attache. Mon vécu, j'ai le droit de revivre mon village. Et l'État est là. C'est à lui de restaurer les anciennes résidences. Ça, c'est un. Il faut rétablir. Dire, l'État doit encore rétablir sa confiance vis-à-vis de la population. On ne peut pas nous dire aujourd'hui, venez rentrer dans nos villages, est-ce qu'on est vraiment En sécurité. en sécurité? Ah oui, on le sent que du côté Wanyamulenge, on est un peu très méfiant des forces de défense et de sécurité congolaises. C'est quand même un peu curieux. C'est pas méfiant, c'est traumatisé. On n'est pas méfiant. Alors, quelqu'un à qui on n'a pas confiance, on ne peut pas encore s'en exposer comme ça. Vous voyez? Avant les dernières attaques, chez moi à Mouni, 126 vaches ont été emportées. Et le cas, ce n'est pas à 200 mètres, c'est à 100 mètres. Juste le top de la montagne et les vaches dans la plaine, du même montagne. Alors, les pieds des montagnes et le sommet des montagnes, il y a le camp, et le pied des montagnes, il y a les vaches qui ont été emportées. Alors, est-ce que
je suis prêt d'y aller maintenant. Non. On n'est pas vraiment méfiant. Mais nous voulons que vraiment l'État se porte en un responsable et surtout qui veut vraiment établir l'ordre et l'imposer. Imposer l'ordre, imposer donc la paix. Les passeurs l'a évoqué, Nicolas Kelangwale, vous avez suivi Justin, il est sur terrain. Vous comprenez qu'il connaît les événements sur le terrain. Et l'autre question que j'ai posée à Justin, c'est comment les jeunes des milieux peuvent-ils contribuer à ramener la paix? Comment peuvent-ils contribuer à ramener la cohésion, les vivre ensemble? Est-ce que c'est possible que ces jeunes puissent un tout petit peu être des acteurs clés de la pacification de la région des Minembwe, non seulement des Minembwe, mais des hauts plateaux des Fizi, d'Ouvira et d'Itombo? La réponse est oui. La réponse c'est oui. Statistiquement parlant, notre pays a une population jeune, une moyenne de 18 ans. Donc, statistiquement parlant, tous ceux qui se battent là-bas, ce sont des jeunes. Et donc, si les jeunes veulent, s'ils le désirent, s'ils transcendent toutes ces narratives, soit de victimes, de minorité ou de majorité, s'ils transcendent toutes ces narratives qu'ils ont héritées sur le conflit, c'est possible. Le problème, c'est que je ne vois pas des jeunes qui sont en train de tendre la main les uns aux autres. Au contraire, ce que moi je vois, c'est que chacun se recroqueville dans son coin et semble vouloir faire valoir ses points de vue sans nécessairement comprendre ceux de l'autre, et ce qui n'est qu'une recette pour plus de tensions, de rivalité et de conflits, et non pas une recette de cohésion. Parlant de solutions, je pense que, comme je l'ai dit, c'est un problème complexe qui demande une approche complexe, une approche à plusieurs niveaux. D'abord, certaines erreurs, moi je l'ai toujours dit, c'est le fait de singulariser la problématique européenne, comme si c'était le seul problème que nous avons en province. Je crois que si vous allez du côté de Calais, on a les mêmes problèmes. Si vous allez du côté de Kamar, on a les mêmes problèmes. Si vous allez du côté de Chabunda, on a des zones et des zones où les groupes armés, les milices se sont érigés en chef et traumatisent les gens. Et donc, je pense que d'abord, sur le plan provincial, le gouvernement provincial, l'autorité provinciale, les services, le conseil de sécurité, comme on l'appelle provincial, devrait proposer un plan global avec des spécificités de chaque point. De deux, il devrait y avoir un plan national pour venir en aide à ce plan provincial. Et trois, il devrait y avoir une approche régionale. Puisque on le sait tous, que ce soit dans le nord de la province, ou bien du côté de Calais, ou bien dans le sud, il y a certaines influences régionales. Il y a certaines tendances des pays voisins à s'immiscer dans des problèmes congolais. Et donc il faut une approche régionale pour ces conflits. Et à ce niveau-là, il y a maintenant le rôle de l'État, il y a aussi le rôle de la société civile, et par la société civile, j'entends évidemment les différentes communautés, les associations, les confessions religieuses, et j'en passe. Mais malheureusement, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu des actions dans le temps ciblé, dans le temps spécifique, qui malheureusement n'ont pas pris en compte tout ce problème qui est complexe. J'espère aussi que très bientôt, en plus des efforts militaires qui se font dans ce sens-là, il y aura des efforts dans le sens de mobilisation. Parce que, comme moi je l'ai dit, il y a une théorie qui, je ne vais pas appeler bandits, mais des gens qui étaient dans des groupes armés, qui se retrouvent tout d'un coup au chômage, qui n'ont rien à faire, et qui pensent que ce serait bon de prendre un certain nombre une certaine zone et d'utiliser cela comme source de revenus. Et donc, il y a tout un débat sur le programme de mobilisation, de l'insertion sociale. Il faut une politique nationale. Je crois que le président tarde à désigner les animateurs de cette grande structure que l'on veut pour le DDRC. Mais ce sont là les débats que les gens devraient avoir. Ce sont là les débats que les gens devraient avoir si réellement on veut résoudre
cette problématique. Est-ce que vous comprenez la méfiance? Est-ce que vous comprenez la méfiance, les traumatismes qu'évoque Justin ici, en voyant par exemple qui accuse les forces de sécurité, les forces de défense et de sécurité de ne rien faire quand leurs villages sont attaqués par exemple? Est-ce que vous comprenez cette méfiance, ce qu'on va appeler une méfiance? Est-ce que vous comprenez que cela puisse pousser des jeunes à prendre des armes pour se protéger? Écoutez, ce sont des réalités classiques dans des zones à conflit. Pour que les groupes armés recrutent, ils doivent créer une narrative, ils doivent créer un récit du genre nous sommes vos défenseurs et ceux qui doivent vous défendre ne sont pas légitimes. On le voit partout où il y a eu des terroristes, on le voit dans le Moyen-Orient avec Al-Qaïda, avec Daesh et tout le reste. On le voit non pas seulement au Sud-Kivu, on le voit aussi au Nord-Kivu et partout il y a des groupes armés. Ce sont donc des cas qui sont communs, mais qui découlent évidemment de la faiblesse de l'autorité. C'est ce que nous appelons de ce manque de cohésion verticale. C'est-à-dire quand la population n'a pas confiance en ceux qui les gèrent, et là c'est difficile d'avoir une cohésion horizontale entre les populations. Et donc ce sont des narratives normales, ce sont des cas normales que nous comprenons, mais je pense aussi que ce sont des cas qui peuvent trouver des réponses si l'on répondait à certaines de ces préoccupations que j'ai citées avec vous. Les questions de développement, parce qu'on n'en parlait pas, les questions de développement, parce qu'il faut aussi le signifier, pour qu'un sac de riz parvienne à Minembwe, il faut l'avion, pour que je ne sais pas quoi parvienne à Minembwe, il faut qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'autre chemin, parfois on dit que les groupes armés ont bloqué même l'accès. Est-ce que c'est là peut-être l'une des solutions? Mais il a déjà été prouvé à plusieurs reprises que l'instabilité, les problèmes de sécurité sont plus ou moins corrélés ou liés à une certaine pauvreté au niveau de la population. Si vous avez toute une masse de jeunes désireux que l'on ne sait pas caser dans la société, qui à la fin finit par tomber dans ces narratives et devenir la proie, des personnes à risque. Et il faut aussi dire qu'en plus de la faiblesse de l'État, il y a ce problème de manque de développement. Minembwe est plus ou moins enclavé. Si vous avez été, vous voyez, la géographie elle est un peu compliquée. Même sur le plan sécuritaire, mon ami a cité un certain nombre de villages, mais si vous posez la question sur la densité des personnes dans ces villages, c'est 200, 300 personnes. Je ne suis pas en train de défendre les faiblesses de l'armée, mais je dis que ce n'est pas facile de protéger toutes ces personnes. Comment vous allez faire? Vous allez stationner 2000 militaires dans chaque village? Il vous faut quel effectif? Vous allez stationner combien de militaires dans chaque village pour protéger chaque village? Donc, vu la géographie, vu les problèmes d'enclavement, cela aussi contribue à ces problèmes, à cette problématique de sécurité. Quand vous y ajoutez les problèmes de chômage, le problème de manque d'aide, vous voyez, il y a aussi un désespoir. C'est-à-dire, quand les jeunes terminent les études, il n'y a rien. Il n'y a rien qui sauve dans l'avenir. Il n'y a rien qui sauve dans l'avenir proche ou lointain. Et donc, ce sont des proies faciles, des personnes en haut risque. Et c'est pourquoi j'ai parlé d'un problème complexe. Donc, on ne parle pas seulement d'une solution militaire, d'une solution politique, mais il faut aussi des approches sociales pour résorber ces jeunes à risque et diminuer les tensions. Il y avait déjà depuis avant des tensions plus ou moins tribalo-ethniques, mais je dirais que c'est le comble de la République démocratique du Congo. Il n'y a aucun point en République démocratique du Congo où il n'y ait pas de tensions ethniques. Mais dans la région, ces tensions ont malheureusement trouvé d'autres éléments qui ont facilité le début de ces hostilités. Merci, Pasteur Nicolas Kangaïloa. Avant peut-être de boucler cette émission, parce que nous ne pouvons pas effectivement parler de Minembwe en quelques minutes, mais nous essayons juste de comprendre dans une série d'émissions comment chaque acteur, des acteurs peuvent proposer des solutions face à la situation dramatique qui sévit, parce qu'il faut dire que c'est une situation dramatique. Alors, je sais que vous avez suivi les pasteurs. Est-ce qu'il est bien possible que les jeunes puissent un tout petit peu se défaire de ce que on a ramené en vie d'un temps, une certaine manipulation? Mais aussi, est-ce que les communautés, au-delà effectivement des forces armées, parce que le pasteur l'a évoqué, l'armée ne peut pas être partout, mais est-ce qu'il y a concrètement tous les jours
des tentatives de dialogue. Est-ce que les communautés séparent? Est-ce que les communautés, par exemple, qui sont déplacées, comprennent la nécessité de vivre ensemble quand ils sont, par exemple, dans des camps de déplacés? On le sait, c'est en termes de milliers de déplacés internes. Non, moi, je n'ai pas été dans les camps de déplacés internes, sauf les camps, parce qu'il y a des populations de partout qui se sont retrouvées à Minembwe. Alors, les gens là-bas, je pense que leur besoin majeur, c'est la paix. Parce qu'à Minembwe, là, le sol est vraiment productif, très riche encore. Et l'agriculture est vraiment rentable à Minembwe. Je pense que pour trouver solution à ce problème-là, il faut donner les gens les moyens et la possibilité de travailler. Nous avons besoin de vivre de notre travail. Mais on n'a pas cette opportunité. Dans les cas contraires, si on ne travaille pas, nous allons faire quoi? Ah, on va chercher comment voler les vaches. Mais malheureusement, les gens à Minembwe n'ont pas où aller voler. Et donc, il faut se battre. Deuxièmement, à Minembwe, il y avait déjà une route qui est approvisionnée au Vira et Bukavu, ici. Mais depuis 2019, le mois de novembre, c'est coupé. Donc il n'y a pas accès à Minembwe par voie routière. Par voie routière, par quiconque qui serait Manyamoulengi. Il n'est pas autorisé de passer au Vira, Fizi, chez Moulima et entrer Minembwe. Non, impossible. C'est-à-dire les groupes armés ont pris d'assaut les chemins. Les groupes armés, mais aussi la population. Je pense que les groupes armés ne sont pas partout. Donc il y a cette influence-là qui est déjà partout. Donc tu passes et tu trouves personne comme groupe armé, mais la population, ils vont te saisir et te faire mal. Donc Minembwe, le seul moyen d'être à Minembwe, c'est avec l'avion. Par avion. Alors, un sac de riz à Minembwe, c'est à 80 000 mois. À 80 dollars. Vous pensez que est-ce que la vie va être facile de l'autre côté? On n'a pas de chats, on n'a pas de vaches, on n'a pas de chemin. C'est la mort. Ah, ok. Alors, je pense que même si la situation semble un peu difficile, nous pensons toujours que les gens vont trouver comment vivre ensemble. C'est la seule solution. Si nous continuons dans le déchirement, dans les attaques, on va finir par mettre un fin à la vie de tout le monde qui est dans le coin. Vous allez vous entretuer et d'autres populations vont venir vivre là-bas. Ouais, voilà. C'est le cas. Mais j'inviterais nos compatriotes, les voisins, les jeunes qui sont dans les groupes armés d'autodéfense. Mais la jeunesse congolaise est condamnée à s'auto-défendre, à s'auto-employer, à s'auto-prendre en charge, disons. Est-ce qu'on est censé tirer aussi? Non. Je pense qu'il faut mettre à des violences, à des menaces contre voisins et trouver surtout le cadre du dialogue
Pourtant, on le sait, dans la région, il y a eu beaucoup, il y a même un Barza sur le terrain qui réunissait les communautés, mais depuis quelques années, depuis peut-être une année, ça peine quand même à fonctionner. Il faut voir les invités, les délégués dans les débats. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Opposants. Vous voyez? Ils n'ont pas besoin de la paix, ils n'ont pas besoin de dialogue, ils ont parti pris. Alors, comment est-ce qu'ils vont être vraiment utiles dans le dialogue? Et la population qui en souffert aujourd'hui est ignorée. Nous avons des avions qui amènent les invités qui viendraient débattre question des Minembwe et la coexistence. Mais les gens sont à Kinshasa. C'est lui qui est un peu plus proche de lui-même, il est à Bukavu. Mais les gens de l'autre côté, ils ne sont pas impliqués. Mais comment est-ce qu'ils vont trouver une solution? Parce que Nicolas l'a évoqué au début. Okay. Je pense que la population locale, c'est l'acteur principal. Et il doit être associé pour se faire une solution meilleure à eux. Donc les gens du coin détiennent vraiment la clé. Donc c'est ce que tu proposes par exemple, pourquoi pas un dialogue national ou un dialogue sur Minembwe à Minembwe? Si. Parce que à Minembwe, tout le monde va s'en rendre compte de la situation, ne pas l'entendre. Elle a dit, par exemple, moi, si j'essaie un peu de raconter l'histoire, donc, vous allez automatiquement comprendre que j'ai une tendance. Oui, mais est-ce que vous allez le vérifier comment? Vous ne pouvez pas vérifier ça. Est-ce que je suis vraiment... est-ce que je sais juste prendre un parti? Non. Donc je m'exprime, l'autre va s'exprimer et les observateurs seront là en train de s'imprégner de la situation. Allez voir est-ce que le village existe ou n'existe pas. Si le village existe, donc vous sentirez qui dit quoi et qui dit vrai. Merci Justin. Pasteur, nous allons conclure cette émission. Enfin, quel est l'appel pour vous lancer en tant que coordonnateur d'une organisation qui défend la cohésion sociale, le développement, parce qu'à partir de la cohésion sociale, on peut sûrement trouver le développement. Et quel est l'appel pour vous lancer, ce que je disais, à tous les acteurs, à tous les protagonistes d'abord sur le terrain, tous les acteurs qui peuvent être intéressés par les besoins pour la cause de la paix dans les régions de haut plateau et moyen plateau de Fizi, Uvira et Itombwe. D'abord, il faut dire qu'il n'y aura pas de cohésion sociale, il n'y aura pas de développement sans cohésion sociale, sans que les peuples n'acceptent de vivre ensemble et de travailler, de regarder dans la même direction. Il n'y aura pas de cohésion sociale sans qu'il y ait une volonté de vivre ensemble. Aussi longtemps que certaines parties pensent qu'ils peuvent à eux seuls avancer sans les autres, ce sera difficile de construire cette cohésion sociale. Et pour arriver à cette construction de cohésion sociale, il nous faut, la volonté des communautés, c'est-à-dire, il y a, je pense, je le crois, il y a encore des personnes sages, des personnes de paix. Parmi ces communautés, il y a des personnes qui ne se sont pas radicalisées. C'est à ces personnes-là que je lance cet appel pour dire, écoutez, mettons-nous sur une table et essayons de voir comment on peut construire cette cohésion dans cette zone. Deux, le rôle des organisations de la société civile que nous sommes, des ONG internationales, du gouvernement, serait de catalyser, de faciliter, d'accompagner cet effort et de donner du poids à ces quelques personnes qui veulent qu'il y ait la paix. Et c'est là où j'en appellerai aux autorités à jouer le rôle. Comme vous l'avez dit, les hauts plateaux, il faut la paix. Mais cette paix, on l'aura comment?
Il faut, d'un côté, une main forte de l'armée, de la police, mais d'une autre, une main tendue. Tous ces gens qui ont erré pour dire, écoutez, revenez, mettons-nous ensemble et voyons comment nous pouvons construire. Mais l'année, il a fini par dire, écoutez, bon, à la fin, il faut savoir qui a raison et qui a tort. Moi, je crois que dans des questions comme ça, si vous revenez dans le passé pour savoir qui a raison et qui a tort, vous ne trouverez jamais de Qui est venu avant 1960, il faut commencer à regarder. Qui a pris les terres de l'autre. Il faut regarder l'avenir, il faut pointer les gens vers l'avenir, il faut leur donner une vision, leur montrer qu'ensemble, cette vision peut se construire si nous décidons. Le choix, nous le faisons maintenant. Malheureusement, je dois le dire, toutes les actions qui ont été là-bas, c'était des actions qui regardaient en arrière, rétroactives. Il nous faut maintenant des actions proactives, qui regardent en perspective, qui regardent l'avenir, qui regardent le potentiel et qui disent comment ce potentiel peut nous servir à nous tous. Parce qu'à la fin aussi, il faut accepter que ce sont des questions de justice sociale, des questions d'accès aux ressources. Il faut que les gens, à la fin, s'entretuent. Et c'est là où le rôle de l'État devient comme quelque chose d'important pour tracer, pour discuter, pour donner cette vision et pour encourager. En tout cas, pour nous, au niveau de la DICODE, ça fait un temps que nous sommes en train de demander à l'autorité provinciale qu'il y ait une discussion sur l'avenir de notre province. Il nous faut savoir où est-ce que nous allons. Et cela pourra nous aider à résoudre un bon nombre de problèmes pris dans leur globalité, que ce soit dans le sud, dans l'ouest ou dans le nord, et même au niveau de la ville. Toutes ces questions d'insécurité, toutes ces questions de tensions communautaires, c'est parce qu'au fait, à la fin, les gens ne savent pas où est-ce qu'on va, et les quelques ressources, tout le monde se bat pour les avoir, et on se recroqueville sur des questions identitaires. Donc, pour terminer, ce sera l'appel à ceux qui sont dans les hauts plateaux, de dire, je sais qu'il y a encore des hommes de paix, je sais qu'il y a encore des hommes qui veulent construire, nous voulons discuter avec ces gens pour voir comment on construit le futur ensemble. L'appel, c'est aux autorités de prendre leurs responsabilités en main, tout en ayant la main forte, en imposant la paix avec l'armée. Il faut un plan de démobilisation, il faut un plan aussi de développement, et cela, on le construit ensemble, on regarde le futur ensemble, et c'est de leur rôle et responsabilité. Nicolas Kirangaïlo, et bien juste un petit, on est à la fin, un appel à tous ces jeunes, à tous les protagonistes, et à tous les acteurs. En quelques secondes. Je pense qu'on est fatigué. Fatigué de la guerre, fatigué des tueries. Mais il faut surtout voir un peu de l'avant et trouver comment vivre ensemble et en harmonie, parce que la vie ne va pas finir comme ça. Nous avons besoin d'étendre dans nos futurs, mais ne pas se limiter juste à des tueries qui ne profitent à personne. Justin Bititi, vous êtes donc un jeune des Minembwe. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce sera donc la fin de cette émission, une émission qui parvient sur la prunelle RDC TV, votre télévision, en tout cas en ligne de votre média en ligne, la prunelle RDC.info. Nous sommes ici donc, nous émettons donc à partir de Bukavu, nous sommes amis depuis Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Et on le dit, on recevait sur ce plateau le pasteur Nicolas Kirangaïlo. Vous êtes coordonnateur de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation et encore une fois merci pour cette émission qui j'espère sera un appel de sensibilisation mais aussi pédagogique. Bien évidemment. J'étais donc aussi avec Justin Bititi Ougila, il est un jeune des Minembwe qui a lancé effectivement un SOS pour que l'État impose la paix et que les communautés s'entendent. Merci Justin d'être venu. Merci M. Honneur de nous avoir accueillis et surtout de nous donner cette occasion de nous exprimer à propos de ce qui se passe chez nous et nous espérons bien qu'il y aura une solution durable. Merci beaucoup. Donc ce sera la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de la Prunelle. On se retrouve très prochainement pour la suite de ces différents débats, notamment sur Minembwe et d'autres sujets d'actualité sur la gouvernance, la démocratie, les droits humains, les genres et d'autres sujets qui intéressent.